Comment est-ce qu'on gère les clients qui ne paient pas? Alors, face à ce genre de situation, la première réaction est presque toujours la même. On pense avec l'émotion. On se dit, il nous paye pas, ça nous énerve, on a besoin de manger, c'est lui le problème. Et ça, c'est une réaction normale, c'est humain. Mais si on veut vraiment avancer, il faut sortir de ce mode de pensée. Parce que en réalité, si on regarde les choses froidement, la personne qui accepte le contrat, le gérant d'entreprise, vous, il porte aussi une part de responsabilité dans le fait que le client paye pas. Alors, c'est pas une responsabilité directe, évidemment. On peut pas tout prévoir, on peut pas tout contrôler, mais il y a quand même une part de responsabilité par manque d'analyse. En laissant entrer ce client dans son entreprise pour lui délivrer un service, on a déjà pris une décision. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où on accepte ça, on est obligé de se poser une autre question. Pas seulement pourquoi le client ne paye pas, mais plutôt comment est-ce qu'on en est arrivé là. Moi, j'ai une manière de réfléchir un peu particulière. Je ne pars pas tout de suite d'une conclusion, je pars d'une question, puis j'essaie de remonter, je cherche pourquoi, puis encore pourquoi, puis encore. J'essaie de comprendre où le problème commence vraiment. Alors, première étape, pourquoi le client ne paye pas? Et là, j'ajoute tout de suite une autre question. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Parce que si c'est involontaire, ça veut dire qu'il est empêché de payer, il aimerait le faire, mais quelque chose le bloque. Une saisie, une dépense inattendue, un accident de trésorerie, peu importe. Il y a une contrainte réelle. Si c'est volontaire, ça c'est une autre histoire. Là, il faut comprendre pourquoi il fait ce choix. Est-ce qu'il ne veut pas payer? Est-ce qu'il met son argent ailleurs? Est-ce qu'il se dit que vous faire attendre, c'est une solution? Est-ce qu'il n'a simplement pas de considération pour votre travail? On fait cette analyse, on essaie de comprendre, on escalade de manière logique dans l'arborescence. Mais attendez, parce qu'il y a un truc qui me dérange là. En fait, même après avoir répondu à tout ça, on n'a toujours pas résolu le vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est pas de savoir pourquoi il paye pas. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas été payé. Et là, on pourrait croire que la question suivante, c'est comment on le fait payer? Est-ce qu'on peut le forcer? Est-ce qu'on peut le relancer? Est-ce qu'on peut le contraindre? Mais en réalité, on est déjà un peu trop tard. Il faut observer au-delà de ce niveau-là. Il faut remonter encore. Et pour ça, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons, vous êtes maçon. Vous n'avez pas une grande réputation. Vous faites des petits travaux, des installations de portillons, des murettes, des petits contrats, quoi. Des trucs qui vous permettent juste de subvenir à votre existence. Et à la fin du mois, votre frigo, il est vide. Vous êtes même un peu dans le rouge à la banque. En gros, vous tenez comme vous pouvez. Vous avez la tête légèrement hors de l'eau au début du mois et puis à la fin, vous coulez toujours un peu. Mais malgré tout, vous continuez et ça nourrit un espoir latent. Et là, d'un coup, vous avez une opportunité, un gros client, un mec qui a de la thune. Il a un joli château et c'est ce client qui vous demande de bâtir une murette, une super murette. Alors forcément, vous avez les yeux qui pétillent. Vous faites le devis, vous voyez qu'il y en a pour 1 mois et demi de travail, vous vous dites que c'est génial. Ça va vous assurer du travail, que la rémunération va être fiable, que cette fois, vous avez quelqu'un en face qui a clairement les moyens de payer. Le client, il valide. Et là, vous vous engagez. Vous investissez votre temps dans cette mission, jour après jour. Vous bloquez votre disponibilité, vous avancez peut-être même des frais. Vous voyez, vous avancez la matière première, par exemple. Vous y mettez vos compétences, votre énergie, votre attention. Et puis à la fin du chantier, le paiement, il commence à tarder. Et puis le retard s'installe. Puis le retard devient un non-paiement. Et là, on se retrouve devant un client qui, sur le papier, il avait tous les signaux verts et pourtant, il vous paie pas. Alors maintenant, si on décortique vraiment ce qui vient de se passer, on voit qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est le problème immédiat. Le client paye pas, donc j'ai pas de pognon. Mais le deuxième, il est beaucoup plus profond. Parce qu'en réalité, avant même ce chantier, vous étiez déjà à l'équilibre fragile. Rappelez-vous, vous aviez que des petits contrats, peu de marge, pas beaucoup de sécurité, mais vous aviez une diversification qui vous permettait de tenir. C'était pas glorieux, mais ça fonctionnait. Et à partir du moment où vous prenez un seul contrat, un gros contrat, bien long, un contrat unique, vous cessez de vous diversifier. Vous mettez tout votre capital temps dans une seule mission. Et là, ça devient dangereux. Parce que le temps, c'est ce que vous offrez avant tout. Et dans ce temps, vous mettez vos compétences, votre présence, votre énergie et parfois même votre argent. Si vous devez acheter des matériaux, comme on l'a dit, ou avancer d'autres frais. Donc au final, vous êtes doublement, voire triplement exposé. Et si ce contrat ne paie pas, vous ne perdez pas seulement de l'argent, vous perdez votre équilibre. Vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus assez de fonds pour garder la tête au-dessus de l'eau,
Et même ça en début de mois. Vous commencez le mois suivant déjà en difficulté. Et là, c'est plus juste un impayé, c'est une bascule totale. Alors en fait, si on pousse même le raisonnement, la vraie question c'est à quel moment, hein, ce maçon, à quel moment il a réellement perdu? Intuitivement, on a envie de dire, mais il a perdu quand le client n'a pas payé. Mais si on regarde froidement, encore une analyse, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Le jour de l'impayé, ce n'est que l'exposition visible de quelque chose qui était déjà en train de se jouer. Le vrai moment de bascule, c'est le jour où il a engagé tout son temps sur un pari à 50-50 au final. Parce que dès le départ, il y avait que deux issues possibles. Soit le client il paye, soit il paye pas. Vous vous rappelez, on a dit volontaire, involontaire, il paye ou paye pas. Et quand on est déjà fragile, quand on a déjà la tête sous l'eau, on évite de prendre le pari à la légère. Sauf si on est prêt à tout perdre. Donc finalement, l'erreur originelle, elle se situe pas au moment du non-paiement, elle se situe au moment de l'acceptation. C'est là que se trouve le vrai problème. On a été attiré par l'appât du gain, c'est évident. On a vu une belle opportunité, on a été guidé par une émotion, vous vous rappelez, qui a faussé notre jugement. On a laissé entrer le client, on l'a choisi. Et à partir de là, tout change. Parce que ça veut dire que le problème ne vient pas de l'exécution du travail, il vient de la sélection. Et ça, c'est une différence fondamentale. Parce que si le problème se trouve au moment où on laisse entrer le client, alors c'est là qu'il faut construire notre défense, pas avant, enfin, pas après, je veux dire, avant. Et là, on arrive à la vraie question. La bonne question, ce n'est pas comment réparer l'erreur. La bonne question, c'est est-ce que je suis capable de détecter les clients qui risquent de ne pas me payer? Et même plus loin, est-ce que je suis capable de construire un mécanisme pour ne plus retomber dans cette situation? Et ce mécanisme, au fond, c'est quoi? C'est un filtre. Mais il faut bien comprendre ce mot. Un filtre, ce n'est pas juste une règle administrative. C'est pas une liste froide de critères qu'on va poser sur le coin de table. C'est une barrière à l'entrée. C'est ce qui te permet de ne pas confondre une belle promesse avec une bonne décision. Alors pourquoi notre cerveau, il en construit pas spontanément? Rappelez-vous, l'émotion du gain immédiat, elle a pris le dessus. Quand vous voyez un mec avec de l'argent, un grand château, belle facture, le gros contrat, votre cerveau, il voit pas d'abord le risque, il voit d'abord la récompense, il voit la sortie, il voit le soulagement. Et c'est précisément ça qui va brouiller votre lecture. C'est pour ça qu'il faut bâtir ce filtre consciemment. Pas intuitivement, pas au feeling, consciemment. Comme une vraie structure de protection à l'entrée de votre entreprise. Et ce filtre, il se nourrit de quoi? De l'observation. Parce que la bonne question à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y avait dès le départ un signal qui aurait pu me faire douter? J'en sais rien. Peut-être que le mec, il avait une certaine réputation, peut-être qu'il présentait mal, peut-être qu'il parlait mal, peut-être que on devrait se poser la question comment les riches sont riches. C'est généralement en faisant attention à leur argent. Est-ce qu'il y avait un signal orange? Est-ce que même il y avait un signal rouge? Est-ce qu'il y avait quelque chose de visible, de discret ou quelque chose de déjà là, mais que j'ai pas voulu voir ou j'ai accepté de faire abstraction parce que le contrat, lui, était séduisant? Et si on applique ce filtre avant de s'engager, alors oui, on peut éviter de tomber la tête sous l'eau. Mais que se passe-t-il si les signaux ne sont pas totalement clairs? Si on ne voit pas, on se dit, voilà, le mec, il a une bonne réputation, il a de l'argent, etc. Si le client, il a l'air sérieux, s'il est solvable, mais qui nous demande quelque chose qui nous met en danger. Par exemple, une exclusivité. Vous vous rappelez, il nous a fait travailler 1 mois et demi. Un engagement comme ça, c'est un engagement long, ça nous immobilise. Et là, il faut une parade. On peut lui dire, ok, je veux bien travailler avec vous, mais on va séquencer nos interventions. Pourquoi? Parce que je dois conserver, moi, ma proximité avec mes autres clients. C'est cela qui me faisait vivre. Si je disparais 1 mois et demi pour une seule mission, je prends le risque sur toute mon activité. Les autres, ils me trouveront plus. Mon nom, ma réputation, elle va se diluer. Et quand je vais revenir sur le marché, je suis déjà affaibli. Vous voyez? Et en plus, si ça se passe mal, je reviens avec une image dégradée. On me voit plus comme quelqu'un qui tient son activité. On va me voir comme quelqu'un qui s'est fait piéger. Donc, le séquençage, c'est une protection. Si le client, il refuse ce fonctionnement, il trouvera quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, parce que s'il paye une autre personne, tant mieux pour lui. Ce sera peut-être l'opportunité qu'on a laissé passer. Mais c'était un risque. Et ce risque-là, quand on est déjà fragilisé, on n'est pas obligé de le prendre. Maintenant, il reste un cas de figure. Que faire quand le mal est fait, mais que le non-paiement est involontaire? Vous vous rappelez, on a dit, choix, il paye pas, c'est volontaire ou involontaire. Là, on va revenir à la stratégie. Si le client, il ne peut pas payer, alors la question devient, est-ce que lui laisser du temps, ça va être utile? La réponse, dans certains cas, oui, c'est évident. Parce qu'au final, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Vous avez besoin de gagner un peu de temps, à échelonner, laisser une marge.
et à voir s'il peut payer ce qu'il peut payer déjà maintenant, et vous n'êtes pas dans une posture de pardon aveugle. Vous êtes dans une logique de récupération. Donc vous lui dites en substance, d'accord, mais tu dois quand même honorer ce que tu peux. On organise le paiement, on échelonne, on laisse pas disparaître la dette. Donc c'est une manière de tenir la relation tout en rappelant que le service a été rendu et qu'il y a une obligation derrière. Et c'est là qu'on voit émerger le principe fondamental, la vraie opportunité. Ce n'est pas seulement de récupérer un paiement, la vraie opportunité, c'est la réflexion en amont. Parce que un client qui paye pas, c'est un signal. Ça veut dire, attention, vous avez laissé filer quelque chose. Vous avez laissé entrer un risque que vous n'aviez pas assez bien regardé. Et là, on fait ce qu'on appelle un retour d'expérience, un rétex. Mais pas un rétex émotionnel. Un rétex, à la manière d'un ingénieur. On prend le cas, on le démonte, on essaie de comprendre où le mécanisme a déraillé, on se demande ce qu'on n'a pas vu, on cherche le signal faible, on se refait les scènes, on cherche le point d'entrée du problème, parce que comprendre pourquoi il n'a pas payé, ce n'est pas seulement une explication, c'est un moyen de construire le filtre exact qui vous évitera de retomber dans la même situation. Et souvent, c'est au premier impayé qu'il faut se poser cette question-là, pas au 10e. Déjà au 10e, il va peut-être falloir vous remettre en question, vous, au premier. Parce que là, on a encore une chance de transformer cette expérience-là de non-paiement en un système de filtre qu'on va utiliser, exploiter pour faire attention. Alors bien sûr, rien n'est infaillible. Ce filtre-là, il va pas supprimer tous les risques. Il les élimine pas. Il les rend mesurables. Il va les rendre lisibles. Il va les rendre discutables. Il y aura toujours des cas où tout semblait bon au départ et où un incident extérieur fait basculer la situation. Et il y aura toujours des cas imprévus. Il y aura toujours des erreurs possibles. Mais à partir du moment où on est capable de mesurer ce risque, de produire une statistique, de repérer un signal, alors on doit le faire. Parce que c'est ça le vrai travail. C'est ça, miner le chaos. Ne pas juste subir l'événement, ne pas juste s'énerver, ne pas juste dire « Ah, je me suis fait avoir », mais remonter le fil, déplacer le problème, faire apparaître le vrai point de départ, extraire la règle et construire le système et surtout transformer une mauvaise expérience en outil de protection pour la suite.